Si tu prends du recul et que tu regardes sur les 10 prochaines années, comment tu vois l'adoption du Bitcoin maintenant qu'on a passé ce cap? Alors moi, déjà, je dirais qu'il va y avoir une adoption croissante. Ça ne veut pas dire que ça va être linéaire, hein. Donc voilà, évidemment, il va y avoir des corrections, c'est normal. Mais je pense qu'on va voir un impact réduit des fameux cycles et des halvings qu'on a vus jusqu'ici. Je pense qu'on va avoir un Bitcoin qui va s'institutionnaliser avec un cours qui va être de moins en moins cyclique et un cours qui va continuer sa tendance à la hausse. Je pense surtout qu'en termes d'adoption, et là on le voit dans les derniers rapports qui sont sortis, on a vraiment une énorme divergence entre les pays occidentaux comme la France et les pays émergents. En fait, ne serait-ce que l'opinion publique sur Bitcoin est beaucoup plus favorable dans ces pays que dans nos pays riches où globalement tout se passe bien et notre monnaie fonctionne relativement bien. Donc moi, je pense que l'adoption va passer plutôt par ces pays-là qui vont en profiter pour se dédollariser, pour être de moins en moins dépendants de la politique monétaire américaine ou européenne. Et vont se mettre progressivement à utiliser Bitcoin, ou en tout cas, on va voir une adoption dans leur population sur cet actif-là. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Tu l'as dit, les grands acteurs du CAC 40 et les banques voulaient parler blockchain, mais pas crypto. Elles voulaient parler traçabilité, mais pas décentralisation. Les banques centrales, elles ont compris qu'il y avait vraiment un intérêt à s'inspirer de ce qui se passait sur le Bitcoin pour créer des tokens, ce qu'on appelle les MNBC, des monnaies de banque centrale sur la blockchain. Est-ce que tu es pour ou contre ce système et c'est quoi les risques que si ça se fait? Je suis pas sûre qu'elles veuillent créer des MNBC sur la blockchain. Je pense pas qu'elles vont créer une blockchain. Pourquoi? Parce que le principe même d'une blockchain telle que celle de Bitcoin ou dans quelques autres cryptos, c'est que ça doit être décentralisé. Or, le principe d'une banque centrale, tu vois, il y a centrale, c'est que c'est centralisé. Donc, en fait, elles n'ont pas besoin de blockchain. Par contre, ce qu'elles voient, les banques centrales, c'est que elles voient le développement d'un grand nombre de monnaies numériques. Évidemment, il y a les cryptos, mais tu as aussi un certain nombre d'acteurs qui commencent à avoir des velléités de sortir des crypto-dollars, par exemple, voire de créer leur propre monnaie. Ça avait été le cas de Facebook, qui avait sorti un projet qui s'appelait Libra il y a quelques années. Qui a vite disparu. Voilà, projet qui a été avorté. Mais malgré tout, ça avait beaucoup fait flipper les banques centrales à ce moment-là, qui s'étaient dit, mais attendez, si les acteurs privés créaient leur monnaie, nous, à quoi on sert? Exactement. Donc, elles se sont dit, à juste titre, il faut peut-être qu'on modernise l'euro. L'euro tel qu'il est sous sa forme actuelle, avec les infrastructures bancaires qui distribuent l'euro aux clients, peut-être que c'est un peu lourd. Et donc, la solution, ça pourrait être de créer une monnaie qui est directement émise par la banque centrale. Je te fais un raccourci de quelques années de groupe de travail, etc. Mais grosso modo, elles n'ont pas besoin de blockchain pour faire ça. Et donc, elles le feraient de manière relativement centralisée, en court-circuitant les banques commerciales, donc BNP, Société Générale, etc., et en distribuant directement de l'euro auprès du citoyen. Donc, grosso modo, toi, tu aurais sur ton téléphone une application Banque Centrale Européenne avec un portefeuille d'euros qui serait garanti par la Banque Centrale. Alors, la première chose qu'on se dit, c'est, en fait, pourquoi faire? Parce que, je veux dire, j'ai déjà des applications bancaires qui fonctionnent relativement bien avec de l'euro pour payer mon café. Pourquoi avoir une application de monnaie centrale? Et donc là, on se demande bien comment est-ce qu'ils vont favoriser l'adoption de cette monnaie-là. Alors peut-être qu'ils vont donner de l'argent, tu vois, ça pourrait être un moyen, hein, si tu te dis j'ouvre un portefeuille. Voilà, c'est ça, un airdrop de fiat. Donc j'ouvre mon portefeuille de la banque centrale et puis là, je découvre 100 euros. Bon là, tu vois, il y a un paquet de gens qui pourraient ouvrir ce portefeuille-là. Mais en fait, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour avoir un meilleur contrôle, je dirais, de leur politique monétaire avec un lien direct avec les citoyens. Et donc, par exemple, ils pourraient faire de la monnaie fondante en se disant, voilà, là, les euros que vous avez dans votre portefeuille numérique de banque centrale, en fait, ils sont valables que jusqu'au 31 janvier. Tu vois.
Et donc, ça leur donnerait un pouvoir accru en termes de gestion monétaire. Et alors, ce qui génère beaucoup de crainte en fait dans ce projet, c'est les risques en termes de vie privée. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un acteur centralisé qui aurait accès à un grand nombre de données. Et aujourd'hui, alors ils ont commencé à essayer de donner un certain nombre de garde-fous, mais qui satisfont pas complètement l'ensemble des experts techniques. Et puis même plus généralement, quand on est dans la crypto, on n'a pas très envie d'accroître le niveau de centralisation monétaire qui est celui de la BCE ou de la Banque centrale américaine si on est aux États-Unis. Parce que ils ont déjà beaucoup de pouvoir, ce sont des acteurs qui ne sont pas élus, ils ne sont pas vraiment contrôlés par le Parlement européen non plus, la Banque centrale elle est indépendante. Et donc, le niveau de visibilité et de contrôle qu'on a sur cet organisme-là, il est déjà très faible. Et donc, on a l'impression de donner trop de pouvoir à la Banque centrale. Donc, c'est pour cette raison que moi, je suis plutôt opposée à ce genre de projet. Et je pense que ce qui pourrait être fait, en revanche, c'est de profiter de la modernité des infrastructures blockchain comme Ethereum pour aller créer de l'euro sur ces blockchains-là et avoir de l'euro qui bénéficierait des propriétés technologiques de l'ensemble des cryptos. Et ça serait hyper pratique. Et les banques, elles seraient les grandes perdantes dans l'histoire, là? Pas forcément, pas si elles créent elles-mêmes ces fameux stablecoins, on appelle ça. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui va se passer quand on voit la réglementation qui est mise en place. En fait, la réglementation, en Europe en tout cas, elle va favoriser les gros acteurs et pas les petits acteurs. Elle va mettre en place des barrières à l'entrée qui sont assez élevées, donc il faudra faire des gros investissements pour être agréé. Et donc, on sent que le régulateur, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir les banques en face de lui. C'est pas avoir des nouvelles startups qui arrivent et qui vont créer des crypto-euros. Donc, c'est tout à fait possible que les banques sortent finalement pas si perdantes que ça et qu'elles créent une offre pour acheter du Bitcoin, qu'elles créent des stablecoins euros et qu'en fait, elles deviennent des nouvelles géantes, y compris dans la crypto-économie.